Hello! Et bienvenue ou re-bienvenue sur Check ça! Prêt pour notre 4e et dernière vidéo sur notre croque-mitaine préféré? Freddy Krueger! Prêt ou pas prêt? De toute façon, on va y aller. Alors, nous sommes en 1994. Ça fait déjà 3 ans que Freddy est mort pour de bon, hein? Suite à Il est toujours mort pour de bon. Freddy's Dead Final Nightmare. Toujours. Alors, après avoir toujours refusé de faire une suite à son chef-d'œuvre, Wes Craven, c'est lui, cette fois, qui va aller convaincre Bob Shaye, le boss de la New Line, parce qu'il a une idée exceptionnelle pour faire revenir le personnage tout en le gardant mort. Oui, c'est une idée brillante et assez spéciale. Pourtant, c'est pas une idée nouvelle parce qu'il l'avait déjà proposé pour le 3e film de la série et cette idée avait été rejetée. Mais tant mieux parce que le 3 est vraiment cool. Oui, mais cette fois, Bob Shaye va dire oui. 10 ans après l'original va sortir ce Wes Craven's New Nightmare ou le cauchemar insolite de Wes Craven ou encore Freddy sort de la nuit en France. Alors ce 7e chapitre insolite s'ouvre donc sur des mains qui semblent terminer de fabriquer ce qui semble être une main mécanique. Oui, la scène est filmée de manière à rappeler la scène d'ouverture du film original. Puis l'homme saisit ensuite un couperet et tranche apparemment son propre avant-bras. C'est alors qu'on entend « couper ». L'homme qui vient de prononcer ce mot, c'est nul autre que Wes Craven, dans son propre rôle, en train de réaliser un film de Freddy. On est dans un film qui fait un film. Ça va être spécial comme film. La scène est terminée, les acteurs prennent une pause. Le dude qui contrôlait l'accessoire mécanique va retrouver son fils. Et il s'éloigne du décor avec sa femme, qui ressemble, trait pour trait, à Nancy Thompson. Parce que c'est Nancy. Soudain, la main mécanique se met à bouger toute seule. Elle coupe le doigt du spécialiste, puis bondit et attaque l'un des assistants sur le plateau de tournage. La main se déplace toute seule pour s'en prendre au 2e assistant. Dans la panique et le chaos, Nancy voit son gosse disparaître. Puis, juste au moment où la main hantée s'en prend à son homme, Nancy se réveille en sursaut. On était dans un rêve qui avait l'air d'être la réalité d'un tournage de fiction. Vous me suivez? Ça commence à être fucké, l'affaire, là. Et c'est pas fini. Quel bon vin. Alors, c'est avec une certaine émotion qu'on retrouve l'actrice Heather Langenkamp. Sauf que, c'est pas Nancy qui est mise en scène ici. Mais c'est bien Heather. Tout comme Wes, l'actrice interprète son propre rôle. Elle se réveille en plein milieu d'un tremblement de terre qui secoue sa résidence de Los Angeles. Heureusement, la secousse se calme presque aussitôt. Heather remarque que son mari a une coupure à un doigt, exactement comme dans son rêve qu'elle vient de faire. Alors Heather regarde le phénomène, tétanisée et d'un air terrifié.
Il faut dire que ses nerfs sont mis à rude épreuve ces temps-ci parce que cette même semaine, Heather se fait constamment harceler par un stalker anonyme qui s'amuse à l'appeler et à la menacer en imitant la voix de Freddy Krueger. Heather est donc mariée à un spécialiste en effets spéciaux nommé Chase Porter et elle est aussi la mère de leur jeune fils Dylan. Comme ils sont tous les deux débordés par leur carrière respective à Hollywood, le couple laisse Dylan aux soins de sa gardienne, leur jeune amie, Julie. Aujourd'hui, Heather est invitée dans un talk show pour souligner justement le 10e anniversaire de la série A Nightmare on Elm Street, la vraie. Son entrevue est soudainement interrompue par l'arrivée de Robert Englund lui-même en personne qui s'amène sur le plateau costumé et maquillé en Freddy Krueger. Alors, la foule est en délire, hein? Il court partout parmi ses fans surexcités. Avec la lumière, wow! Alors, après l'interview, Heather se rend au studio New Line Cinema pour discuter avec Robert Shea, le boss, dans son propre rôle. Bob dit à Heather que Wes est en train d'écrire le scénario de ce qui sera l'ultime Nightmare et qu'il souhaite qu'elle reprenne son rôle de Nancy. Étant donné ce qu'elle vit avec son harceleur, Heather est pas sûre de vouloir reprendre le rôle dans un nouveau film d'horreur, surtout maintenant qu'elle est maman, hein? Mais d'un autre côté, l'opportunité de se faire quelques millions de plus, tu sais, ça se refuse pas si facilement. Oui. Hein? Aujourd'hui, oui, elle peut faire OnlyFans, mais Ouais. c'est pas à 2025, hein, malheureusement. Ouais. Alors, Bob lui dit que le script de Wes est vraiment bon, hein, et que Chase, son mari, est en train de mettre au point un nouveau gant pour Freddy. Quelque chose de jamais vu. Ce qui fait flipper Heather, qui se rappelle la main, justement, sur laquelle son mari travaillait dans son rêve. Ben oui. Quand elle rentre à la maison, Heather trouve Dylan en pleine crise de rêve éveillé, durant lequel il hurle et parle en faisant la voix de Freddy. Ouais. Comme s'il était possédé par Ouais. Krueger. Ben oui. Hein? Mais c'est dans ces cas, là, qu'est-ce que vous devez faire? Tu prends les enfants par l'épaule et tu dis... Ta gueule! Ouais, c'est ça. Alors, inquiète, Heather téléphone à son mari pour lui dire que leur fils, il fait une crise, puis il n'a pas l'air normal, ça a l'air intense, hein. Chase, même s'il est en plein rush et qu'il est persuadé que sa femme est simplement stressée par les appels anonymes dont elle est victime, il accepte malgré tout de prendre la longue route, pour rentrer à la maison avant la nuit, juste pour rassurer son épouse et son fils. Oui. C'est un bon mari. Mais c'est Chase, hein. He chased the route. Alors, pour s'endormir le soir venu, Dylan insiste pour que sa mère lui lise l'une des histoires de son livre de contes préféré. Hein? Puis son conte à lui, son conte préféré, c'est Hansel et Gretel. Qu'elle trouve d'ailleurs un petit peu intense, hein? Pour endormir son enfant de 6 ans. Mais bon. Quel con, moi je regardais Freddy justement quand j'avais 6 ans probablement. Oui, mais regarde, t'es pas non plus normal, hein? Si. Alors, Dylan la rassure en lui disant que même s'il fait des cauchemars, il y a son ami Rex, son petit toutou en forme de tyrannosaure, qui va le protéger du démon des rêves. C'est cela, oui. Alors, la nuit est déjà tombée et Chase est toujours sur la route et il tombe de sommeil. Alors, il se fait d'abord gratouiller les couilles par Freddy, ouais, avant de se faire ouvrir la poitrine. Ouais. Chase pisse le sang. Et il perd le contrôle de son pick-up. Ouais. Heather a la visite nocturne de 2 officiers de police et comprend instantanément qu'ils viennent lui annoncer le décès de son mari. Oui. Dévastée, elle insiste pour se rendre à la morgue de l'hôpital pour voir sa dépouille et les profondes griffures sur son torse qui, pour le médecin, s'explique par le violent crash de la voiture, hein, avec les vitres. C'est un choc pour Heather, qui associe évidemment les griffures avec une autre cause. Alors les crises de Dylan s'intensifient et il affirme à sa mère qu'un homme effrayant avec des griffes est à ses trousses. Son état devient préoccupant. Il manque de se tuer au parc en grimpant au sommet d'un grand toboggan en forme de fusée et il commence à avoir des crises d'épilepsie
ça va pas bien pour le petit Dylan. Non. Pour Heather, ça va pas ben mieux. Elle voit son fils se faire emporter par Freddy dans le cercueil de son mari durant ses funérailles. Heather appelle son ami Robert Englund, l'acteur. Elle lui raconte qu'elle continue de se faire harceler par le même inconnu qui prend la voix de Freddy et lui envoie des bouts de papier par la poste sur lesquels sont peints des lettres. Et qu'elle rêve aussi à un Freddy, mais un Freddy différent de celui que Robert interprète dans les films, beaucoup plus effrayant, plus sombre, plus diabolique. Englund, il a l'air de savoir exactement de quoi lui parle Heather. C'est bizarre, hein? Heather dit à Robert qu'il devrait se voir pour se parler, mais Robert lui dit qu'il est occupé par quelque chose qu'il doit absolument terminer. Une fois qu'il a raccroché, on peut voir que la toile qu'il est en train de peindre représente justement l'entité démoniaque qui ressemble à Freddy, ce qui semble confirmer qu'Englund est lui aussi tourmenté par sa présence. Cette nuit-là, justement, Heather, réveillée en sursaut par des bruits, elle descend alors pour trouver Dylan en transe qui a assemblé tous les bouts de papier que sa maman a reçus de son mystérieux harceleur pour former la phrase « Réponds au téléphone ». Qui, justement, sonne exactement à ce moment-là. Heather lit le message, le téléphone se met à sonner, elle répond et elle se fait frencher par une langue qui sort du combiné, exactement comme dans la scène culte du premier film. Au même moment, Dylan se met à baver puis à convulser. Heather l'amène sans tarder à l'hôpital, parce que là, à un moment donné, hein. Alors Dylan se fait ausculter par la sévère docteure Christine Hefner. On remarque au passage que l'infirmière en charge de Dylan, c'est nulle autre qu'Elise Rainier, qui a déjà enseigné à Nancy dans l'original. Mais ses dons de médium ne sont toujours pas développés, malheureusement. C'est bien dommage, parce qu'elle aurait pu aider Dylan à faire face à son démon, hein? Mais non. Non. Alors, pendant l'hospitalisation de son fils, Heather rend visite à Wes Craven et il lui confie toute la vérité sur ce qu'est réellement Freddy. Il lui dit qu'il y a une vraie entité maléfique qui cherche depuis toujours à entrer dans notre monde et que pour y arriver, elle utilise le rêve des humains. Il lui confie que c'est suite à ses rencontres avec cette entité diabolique dans ses propres rêves qu'il a eu justement l'idée de créer le personnage de Freddy Krueger. Que ce rôle de croque-mitaine a permis de conjurer cette force maléfique pendant des années. Hein? Elle se complaisait à incarner ce boogeyman qui terrifiait un large public, mais que maintenant que Hollywood a tué le personnage pour de bon, elle cherche à revenir parmi nous par tous les moyens. Wes lui dit que c'est pour la conjurer à nouveau, pour la cantonner encore dans un personnage, qu'il a écrit ce nouveau scénario et qu'ils doivent à tout prix faire ce nouveau film. Et naturellement, ça doit être Heather qui reprend le rôle de Nancy et personne d'autre, hein? Ça doit être elle qui combatte à nouveau l'entité, comme dans le film original, parce qu'elle a été la première personne à l'avoir confrontée et à l'avoir humiliée. Selon Wes, c'est la seule façon de maîtriser ce féroce démon. Alors, il est maintenant minuit. Heather, elle est au lit et lit des livres sur la schizophrénie infantile. Sa lecture est perturbée par sa télé qui s'allume toute seule pour l'informer que 2 techniciens travaillant sur la production d'un nouveau film de Freddy ont été victimes d'horribles accidents sanglants, exactement comme dans le rêve de Heather. La lectrice de nouvelles précise que le gant de Freddy est manquant et que la police croit qu'il a été volé par le meurtrier. Puis survient à nouveau un tremblement de terre qui sera suivi par le moment qu'on attendait tous, les retrouvailles entre Heather et son croque-mitaine Freddy, qui ne peut pas résister à placer le punchline. Miss me. Et en même temps, il s'adresse à nous, hein, parce que oui, il nous a manqué le bon vieux Freddy. Ben oui. Alors Heather se défend comme elle peut en lui lançant tous les objets qu'elle peut trouver. Hein. Mais elle se retrouve quand même au lit avec l'homme de ses rêves. Ben oui, qu'est-ce que tu veux. Hein. Quand survient soudain une nouvelle secousse, Freddy, aussi sombre et maléfique qu'il est censé être, il est pourtant saisi de peur, hein, comme une fillette par cette petite secousse, et il se volatilise. Qu'est-ce que tu veux? Il est moumoune en fin de compte.
Heather se rend à l'hôpital pour retrouver Dylan, mais oublie d'emmener Rex, le toutou. Ah, c'est impardonnable. Ah oui, quelle conne! Plus tard, alors que Nancy veille sur Dylan dans sa chambre d'hôpital, elle fait un nouveau cauchemar dans lequel Dylan rejoue une scène culte de l'exorcisme en vomissant une substance noire non identifiée et la doctoresse Sévère se transforme en Freddy. Quand Heather se réveille, la docteure Sévère tente de calmer Heather en lui disant que son fils n'a pas été enlevé par Freddy, mais il a été transféré dans une autre chambre pour lui faire passer des tests. Elle dit à Heather qu'elle semblait tellement épuisée qu'ils n'ont pas voulu la réveiller et que Julie, sa gardienne, de toute façon veille sur lui. Mais ça suffit pas à calmer Heather, qui se précipite à la recherche de Dylan. Heather retrouve Dylan et lui dit qu'elle retourne à la maison pour récupérer Rex qu'elle a oublié, son toutou dinosaure, qu'elle n'en a que pour quelques minutes et que Julie restera avec lui jusqu'à son retour. Sauf que la méchante Dr. Hefner, elle prend Heather pour une folle dangereuse. Elle appelle la sécurité de l'hôpital pour l'empêcher de s'approcher de son propre fils. Ouais, elle comprend rien, mais qu'est-ce que tu veux, c'est normal. Alors, en l'absence de sa mère, Julie tente de protéger le pauvre Dylan en faisant de son mieux pour empêcher les méchantes infirmières de lui administrer un somnifère. Hein? Mais elle se fait déjouer par leur ruse. Julie se fâche. Elle envoie valser l'infirmière senior dans le décor grâce à un puissant direct de la droite. Puis elle fait fuir la plus jeune en la menaçant de la seringue échappée par la vieille calice. Julie fait ensuite tout son possible pour tenir le petit Dylan éveillé, mais elle n'a aucune chance, étant donné le puissant sédatif qu'on vient de lui injecter. Dylan, qui dort debout, voit se dresser Freddy juste derrière Julie, mais celle-ci, qui ne dort pas, évidemment, ne peut pas le voir. Pourtant, il est bien là. Et il lui plante violemment ses griffes dans son dos. C'est alors que tout le personnel infirmier a droit à un bien étrange spectacle. Quand Freddy, invisible à leurs yeux, s'amuse à massacrer la pauvre Julie tout en la traînant au plafond, histoire de, bien sûr, de rendre hommage, encore une fois, à une autre scène culte de l'original. La meilleure! Heather, retenue par les gardiens de sécurité, arrive trop tard dans la chambre où elle découvre seulement le corps ensanglanté sans vie de Julie sur le sol. Mais Dylan n'est plus là. La doc Hefner tente de rassurer Heather en lui disant qu'avec la drogue qu'on vient de lui donner, c'est impossible que Dylan puisse se tenir debout et marcher. Mais elle comprend rien. Heather répond que pour ça, il n'y a pas besoin d'être réveillé, il est somnambule. Heather, à bord de sa voiture, tente désespérément de retrouver et rattraper Dylan qui se dirige en dormant vers l'autoroute. Elle lance un appel à John Saxon, l'acteur qui interprétait son père dans l'original, Donald Thompson, pour l'informer que Dylan s'est échappé de l'hôpital. Heureusement, Freddy est là pour empêcher le petit de se faire heurter ou se faire écraser par le trafic en le soulevant avec ses griffes géantes, ce qui donne une scène surréaliste, un peu involontairement comique, avec le décor de nuages en carton. Mais bon. Quand elle arrive à la maison, Heather retrouve John Saxon qui l'attend avec Dylan en sécurité, apparemment en sécurité, à l'intérieur. Quand Heather lui dit que Freddy est à leur trousse, John réagit d'abord comme si elle était une hostie débile, comme tout le monde. Mais, comme toujours, dans chaque film. Mais il se met ensuite à appeler Heather Nancy. Et ses vêtements se transforment par magie. Et il porte maintenant les vêtements de Donald Thompson et la plaque de policier qu'il portait dans le film original. Donald dit à Heather que Freddy est mort et qu'elle doit rester lucide pour ne pas perdre la tête comme sa mère. Pendant cette curieuse conversation, nous voyons Freddy sortir du lit, comme à la fin du film original. Quand Heather se retrouve vêtue de son pyjama iconique, elle comprend enfin qu'elle se trouve maintenant dans le film. Surtout que la résidence d'Hollywood de Heather s'est transformée en maison des Thompson du film original. Une fois à l'intérieur de la maison, aucune trace de Dylan. Mais Heather trouve des comprimés de somnifères parsemés sur le plancher de la maison, comme dans le conte de Hansel et Gretel. La piste des comprimés mène Heather sur le lit vide de Dylan.
Heather réfléchit et comprend qu'elle doit avaler les comprimés pour retrouver Dylan dans l'autre monde, le monde des rêves. Mais c'est ça dit. Sweet dreamer, follow your dreams, bitch! Après une glissade vertigineuse digne des meilleures glissades d'eau du monde, Heather tombe dans l'antre humide du démon de Freddy. Elle sort de la gueule d'un Freddy géant, c'est magnifique. On a envie d'être là. Une version aquapark de sa chaufferie. Ah oui. Et l'endroit rappelle en même temps la grotte d'un ogre. Hein? Alors Heather trouve au sol de cette grotte une copie du script de Wes Craven. Elle lit un passage et ce passage décrit exactement le moment où elle trouve le script. Elle lit le passage qu'elle est en train de vivre. Elle finit par trouver Dylan, mais elle est aussitôt surprise par Démon Freddy qui lui plonge la tête dans un tas de couleuvres. Heather, par réflexe, elle saisit l'une de ces couleuvres et l'enfonce en plein dans l'œil du démon. Là, on retrouve la Final Girl qu'on a toujours aimée, hein? Ah oui. Badass. Ah oui. Alors, s'ensuit une bagarre entre Démon Freddy et Badass Heather. Même Dylan s'en mêle, en plantant le couteau de cuisine que sa mère a amené avec elle dans ce monde, dans la jambe du Démon Freddy. Le démon se désintéresse momentanément de Heather pour poursuivre le petit Chris, qui pénètre dans le foyer de la chaufferie infernale. Dylan est maintenant pris au piège, mais Freddy est trop grand pour pouvoir entrer dans le foyer et venir le chercher. Qu'à cela ne tienne, puisqu'il a le bas élastique. Heather essaie de monter les marches qui sont maintenant aussi molles que les marches de sa maison dans le film original. Freddy a tout le temps voulu pour agripper Dylan, le tirer vers lui et tenter de le bouffer vivant en étirant sa gueule de plusieurs mètres. Heureusement, sa mère finit par s'approcher du monstre et elle lui enfonce son couteau dans le cul. En tout cas, je pense. C'est pas clair. Freddy tente ensuite d'étouffer Heather avec sa langue allongée comme un serpent. Pendant ce temps-là, Dylan réussit à s'extraire du foyer en tassant les serpents qui en bloquaient la sortie. Il épingle la super langue du monstre au sol. Le démon range sa langue dans sa gueule en la déchirant en deux. Hein? Ce qui a l'air souffrant quand même. Et pendant qu'il souffre, Dylan se dépêche de refermer la porte en métal du foyer pour enfermer le monstre, qui périra bien sûr dans les flammes, comme la sorcière dans son conte préféré. Au moment de son agonie, il nous laisse voir brièvement sa véritable apparence démoniaque, avant de fondre dans une séquence de CGI des années 90 assez ridicule. Mais bon. Ah oui. Heather et son fils ont tout juste le temps de se tirer et de plonger dans l'entrée humide avant que l'antre du démon explose. La mère et le fils se retrouvent magiquement dans le lit de Dylan. Pendant qu'elle console son fils, Heather trouve une copie du scénario de Wes qui décrit exactement tout le film qu'on vient de regarder. La copie du script est dédicacée par Wes en personne, qui remercie chaleureusement Heather pour avoir eu le courage de jouer Nancy pour une dernière fois et pour avoir renvoyé le démon là d'où il vient. Heather est tellement conne, hein, qu'au lieu de brûler le script, elle commence à le lire à son fils, histoire de s'assurer qu'il continue de rêver au démon des rêves. Qu'est-ce que tu veux? Ce qui lui permettra sans doute de revenir encore une fois hanter notre monde. Hein? Preuve qu'elle n'a absolument rien compris. Et que tout ce qu'elle vient de vivre, n'aura servi à rien. Ah, les femmes. Alors, Freddy. Bien sûr, techniquement, on peut argumenter que c'est pas Freddy. Mais aussi, on peut dire que c'est le vrai Freddy qui se cachait derrière le Freddy fictif. Donc, on peut le considérer comme Freddy. Après les bouffonneries pathétiques du personnage dans les précédents chapitres, cette variante démoniaque, plus sombre, plus menaçante, c'était rafraîchissant. Enfin, on retrouvait la noirceur du personnage. Son visage est même pas brûlé, il est plutôt écorché, il manque des bouts. J'aime bien ce visage. Il porte toujours son pull vert et rouge, son chapeau fedora, mais aussi un long trench coat noir.
Personnellement, comme c'est une entité démoniaque qui vient des temps anciens, j'aurais trouvé beaucoup plus intéressant et pertinent si on l'avait habillé avec des vêtements anciens. Hein? Comme 1920. Comme on a fait avec Pennywise. Mhm. Un ancien habit de clown, c'était génial. Mhm. Mais on l'a habillé avec des pantalons de cuir, des bottes de Ouais. style gothique. Ouais. On dirait un genre de vieux rocker has-been qui Mhm. essaye d'être dans le coup, tu sais. Puis le gant, je sais que c'est le gant qui a volé dans le studio d'effets spéciaux, mais il a l'air tellement fake. Il est en plastique. Il fait pas entité démoniaque, il fait fake. La performance d'Englund, par contre, il est sérieux, il est menaçant, il est crédible dans cette version. En résumé, je trouve que cette version très différente de Freddy est une addition intéressante pour la franchise. Alors je lui donne la note de 7.3 sur 10. Ouais, moi je pense que je donne 5.5. Il est menaçant, mais ça me dérange beaucoup qu'il nous montre en pleine lumière. Ouais. Puis les vêtements, oui, comme tu dis, pourquoi un démon doit être Hey, c'est une rockstar! C'est le pantalon de cuir, Ouais, c'est adore. what the fuck. Ouais, Ah adore. oui. Mais qu'est-ce que je déteste? Je déteste, j'haïs dans cette putain de film-là. C'est le gars. C'est le pire gars de toutes les franchises de Freddy Krueger. D'accord. C'est de la merde. Ouais. Mais oui. Hein? Vraiment, j'haïs. Pas Désolé. comme celui-ci, hein? Non, c'est ça. Regardez. Il est justement, il est pas menaçant. Les gars, c'est juste. Pourquoi ils ont choisi les pouces aussi? Et tout, j'aime pas quand c'est comme les os, quelque chose qui sont alignés. Tu vois de quoi je Ouais, parle? ouais, Tu sais, c'est fake. j'aime pas ça pas du tout. Donc, c'est Regardez pour ça. cette merveille, hein? Mais oui, ça, C'est juste c'est nous le qui avons gars. ça. Ça, c'est le gars à 2000 piastres. Un exemplaire unique fait avec amour, Mais oui. par amitié, juste pour nous. Mhm. Merci, Martin. Mais oui. Magnifique. Mais sinon j'aime ça. La Final Girl, le retour de Nancy Thompson, qui n'est pas Nancy, mais en même temps, oui. Personnellement, je trouve que dans ce film, Heather Langenkamp livre carrément sa meilleure performance de toute la saga. Elle est très crédible dans son rôle de mère qui se bat pour protéger son enfant. Puis elle est à la fois forte et vulnérable. C'est ça que j'aime dans les Final Girls. Je lui donne la note. Vous allez peut-être trouver ça excessif, mais elle m'a épaté. Je lui donne un 9.5 sur 10. C'est bonne note. Je vais te suivre 9.5. Parce que, ouais, elle joue bien. Oui. Alors le film en tant que tel, c'est probablement le premier film d'horreur méta, hein, qui parle d'un film dans un film. On n'avait pas vu ça souvent à l'époque. Ouais. Avec un scénario plus malin, puis très original. Craven a voulu coller le plus possible à la réalité, reprenant même certains événements réels, comme le Stalker. Il y avait vraiment un Stalker qui harcelait Heather Langenkamp pour la tourmenter. Et le fait que Heather est mariée avec un artiste d'effets spéciaux dans la vie, un certain David Leroy Anderson. Personnellement, je trouve que Craven n'a pas su aller au bout de son concept si génial. Imaginez, hein, Robert Englund face à face avec Freddy. C'est ça que j'attendais, moi. Ça aurait été incroyable. C'est vraiment bien que Craven ait fait un film plus sérieux que les précédents. C'était nécessaire, mais ironiquement, c'est peut-être justement l'humour qui manque à ce film. Ce New Nightmare se prend sacrément au sérieux, beaucoup trop, je pense, et c'est dommage, parce que le contexte, derrière la caméra, le contexte se prêtait à merveille à des situations cocasses. En résumé, j'aime bien ce film, qui ose être différent, même s'il n'est pas parfait. Et il aurait pu être beaucoup mieux. Donc, je lui donne quand même la note de 7.8 sur 10. Moi, première fois que j'ai vu cette film, j'ai vraiment pas aimé. Mais après, j'ai regardé, puis oui, j'ai apprécié, mais oh my god, que j'aime pas comment Dylan il joue. Puis, comme je dis, j'aime pas comment Freddy Krueger est dans pleine lumière, puis mais avec une bonne bière le soir, quand j'ai rien d'autre à faire, pourquoi pas. Donc, je pense 7.5.
C'est un film très divertissant. Oui. 17 ans! 17 ans, c'est le temps que ça a pris pour que ce film-là qu'on va parler voit le jour. Après qu'on l'ait annoncé pour la première fois en 1987, 17 ans et 17 scénarios avant que les fans aient droit à ce crossover historique ou hystérique, ou les deux. Mais ça en valait la peine. C'est le réalisateur de Hong Kong, Ronnie Yu, qui se charge de la réalisation. Lui qui avait déjà réalisé peu de temps avant La fiancée de Chucky, 5 ans auparavant. Ah! Dans le même esprit. Hein? Alors, la version finale du scénario est signée, quant à elle, par Damien Shannon et Mark Swift, un duo qui écrira 8 ans plus tard le reboot de Vendredi 13. Alors, nous avons déjà raconté ce film en détail dans notre 3e vidéo de notre série consacrée à Jason Voorhees. Alors, si vous voulez un recap plus complet, on vous invite à regarder la vidéo. Pour cette fois, donc, nous allons nous contenter d'un rapide résumé, mais du point de vue de Freddy. Freddy pourrit en enfer et il ne peut plus revenir hanter les rêves d'ado parce que tout le monde l'a oublié et plus personne ne rêve à lui. Mais Freddy veut revenir et pour ça, il doit trouver le moyen de terroriser à nouveau les habitants de la ville de Springwood en trouvant un monstre qui tuera pour lui, histoire que les gens croient à son retour. Il a fouillé dans les enfers jusqu'à ce qu'il trouve son homme, le redoutable Jason Voorhees, le tueur de Crystal Lake, qui brûle lui aussi en enfer depuis Jason Goes to Hell, le pire des Friday the 13th. Ben oui. Probablement, Jason Voorhees et Freddy Krueger fait quelque chose ensemble. En enfer. Qui torturait qui? Qui suçait qui? Bon, Next. poursuivons. Alors, Freddy s'insinue donc dans le rêve de Jason. Eh oui, les morts vivants rêvent. En se faisant passer pour sa maman. Et ça marche. Bien sûr, on sait que dès qu'on parle comme si on est sa mère, ça marche à tout coup avec Jason parce qu'il est débile. Jason, mère t'a donné un ordre, obéis. N'importe qui peut lui faire croire qu'il est sa mère. Ça marche à tout coup. Jason! Ça va aller. Arrête maintenant. Jason, c'est ta mère qui parle. C'est un mauvais garçon. Sergiano. Freddy lui dit que les gens de Springwood ont été très vilains. Comprenez, ils fument des pétards, ils picolent et ils baissent comme des lapins, comme tous les ados. Hein? Ben oui. Donc, il faut qu'il les punisse, comme le lui a enseigné sa chère maman. Freddy ressuscite donc le vieux Jason pour qu'il aille faire un carnage à Springwood. Et c'est exactement ce que Jason va faire. Sauf qu'une fois Jason lancé, rien, puis personne ne peut l'arrêter. Pas même Freddy, hein, qui verra toutes ses potentielles proies se faire chipper par Jason. Et ça va mettre Freddy en pétard. Ben oui. Entre les meurtres perpétrés par Jason, nous suivons les péripéties de Will Rollins qui s'est fait interner à Weston Hills. Après avoir vu à la télé que Laurie, la fille qu'il aime, est en danger, il décide de s'évader de l'asile avec son copain Mark Davis. Les tourtereaux se retrouvent. Will lui dit qu'il ne l'a pas abandonné et qu'il l'aime toujours. Laurie va se réveiller d'un cauchemar dans lequel elle était aux prises avec Freddy, pile au moment où elle lui agrippe l'oreille et elle va ramener l'oreille avec elle dans la réalité. Une simple variante un peu douteuse du coup du chapeau ramené par Nancy dans l'original. Will, Mark, Laurie et son ami Kia vont mettre au point le plan loufoque de ramener Jason à son territoire, Crystal Lake, afin qu'il soit à sa pleine puissance, puis aller chercher Freddy du monde des rêves pour que les deux monstres s'entretuent. Et leur plan, aussi bancal qu'il soit, va marcher. Et s'ensuivra le fameux combat épique que les fans attendaient depuis toutes ces années. Et ce sera bien sûr la jolie Final Girl, Laurie, qui donnera le coup de grâce à Freddy en lui tranchant la tête à la fin. Welcome to my world, bitch! Ouais. Mais évidemment, ni Jason ni Freddy ne peut vraiment mourir à la fin, et Freddy nous le confirme avec un clin d'œil complice. Ben oui. Dans ce film, Freddy, selon moi, c'est juste mon avis, est à son meilleur depuis l'original. Son make-up est parfait. On dirait qu'on a été chercher le meilleur de toutes les
les variantes de sa face. C'est un heureux mélange des meilleurs de la saga. Et Robert Englund est en feu dans ce film. C'est incroyable son énergie. C'est lui qui fait le film. Son enthousiasme et son énergie le rendent impressionnant. Freddy a jamais été aussi funny. Vraiment. Ouais. Chacune de ces scènes est un vrai régal. Et c'est extrêmement drôle de le voir affronter Jason et le combattre si facilement dans le monde des rêves. Il fait ce qu'il veut, mais beaucoup moins facilement dans le monde réel. J'adore ce Freddy. Et, bien évidemment, il se prend pas au sérieux. Hein? C'est pas le Freddy menaçant. Là. Mais dans, Non, la catégorie funny, c'est le meilleur. Et je lui donne un solide 9.3 sur 10. Si vous n'êtes pas d'accord, qu'est-ce que vous voulez? C'est mon avis. Ah oui. Ah oui, moi je pense que je donne carrément 9.5 parce que, comme tu dis, c'est vraiment la meilleure performance, le meilleur Freddy. Par contre, qu'est-ce que j'aime pas, mais pas seulement, pas sur le Freddy, mais qu'est-ce que j'aime pas dans ce film, c'est que, malheureusement, il tue juste une personne. Ouais, il y a rien qu'un meurtre vraiment. Sinon, c'est Jason tout le temps, mais sinon, impeccable. Ouais. C'est drôle. Alors, Laurie est une final girl, tout ce qu'il y a de plus classique, hein, avec son trauma, sa virginité. C'est tout. En même temps, son sex appeal. Mais en même temps, même si l'actrice Monica Keena était très mignonne et sexy, si on la compare à Nancy ou Heather Langenkamp, ben elle fait pas le poids. Non. Je l'ai déjà noté 7.5 sur 10 dans notre vidéo sur Jason, alors je réitère avec la même note. 7.5 sur 10. C'est bien correct. Moi aussi, j'ai 27.5. Si elle monte le toto, ça va être 8.5, mais bon, elle fait pas. J'aurais jamais osé le dire, mais je pense pareil. Elle monte sa craque, par exemple. Ça, on la voit en esti. Ouais. Alors, le film. L'histoire n'a absolument rien d'original, mais l'histoire, on s'en fout un peu parce qu'on le sait, elle sert juste de prétexte à mettre en scène la confrontation entre les deux monstres du cinéma d'horreur des années 80. Et cette confrontation est à la hauteur de toutes les attentes. C'est brutal, c'est épique, et le sang gicle de partout. Que du bonheur et de la joie. J'adore ce film. Dans notre vidéo sur Jason, je lui avais donné la note de 8 sur 10. Et toi, tu lui avais donné 8.5. Et je pense que c'est toi qui as raison. Je lui donne, moi aussi, maintenant, la solide note de 8.5 sur 10. Je ne me lasse pas de regarder ce film. C'est vraiment funny. Ben oui, c'est sûr que c'est 8.5 parce que il y a tellement... Le film, j'adore du début à la fin, puis il y a tellement de scènes que j'adore, genre le Jason qui marche, il est en feu là, pendant longtemps, ça c'est fucking cool là. Chaque fois qu'il tue quelqu'un, justement quand il se bat contre Freddy, c'est long mais c'est drôle, j'adore là. Puis tu sais, la noire qui parle à Freddy, il dit petit disait, tout ça j'adore là. Vraiment 8.5 là. Magnifique. Yes! On se tape cette film ce soir, hein? Ah ben oui. Bonne idée. Ben oui, bon. Alors, après avoir rebooté les classiques Massacre à la tronçonneuse, Amityville et Vendredi 13, la société de production Platinum Dunes se sont naturellement attaqués à Nightmare on Elm Street. Ils ont choisi de miser sur un réalisateur de pubs et de vidéoclips, un certain Samuel Bayer, qui n'avait aucune expérience en cinéma et qui n'a d'ailleurs réalisé aucun autre long métrage après celui-ci. Le film commence dans le Springwood Diner. Il est 4h32 du matin. Un jeune homme est assis à l'une des tables. La serveuse passe à côté de lui avec une carafe de café et l'ignore complètement. Alors il entre dans la cuisine pour exiger son café, mais à la place, il se retrouve face à face avec Freddy. Mais heureusement pour lui, la vraie serveuse le réveille de son rêve, juste au moment où il se fait griffer la main gauche. Le mec remarque qu'il a la paume gauche qui saigne. Oh! Exactement à l'endroit où le mec de son rêve l'a coupé. Tiens. Alors le mec, il s'appelle Dean. La jolie serveuse s'appelle Nancy. Une belle blonde s'amène et va s'asseoir à la table de Dean. Elle fait le saut en le voyant, comme si elle se trouvait en la présence d'un mort vivant. Et Dean lui dit qu'il a cette gueule parce qu'il n'a pas dormi depuis 3 jours.
Pourtant, la belle gueule du mec est aussi parfaite que s'il venait de tourner une pub pour des lotions Ivory pour hommes. C'est toujours le même dans les films. À quelques tables de là sont assis 3 autres mecs qui finissent leur repas. Visiblement, le mec au beanie, qui s'appelle Quentin, en pince pour la jolie serveuse Nancy. Mais il est bien trop timide pour la draguer et il se contente de lui demander l'addition. Quand Nancy s'éloigne, Quentin, le timide, ne se prive pourtant pas de bien lui mater le cul. Ah non, en fait, il regarde la blonde. Ça portait en confusion, hein, à vous? Tabarnak. Il regarde la blonde qui s'appelle Chris et dit à son pote qu'elle se trouve avec Dean, le beau Dean. Son pote, qui s'appelle Jesse, a l'air furieux et il crisse son camp. Quand Nancy, la curieuse, lui demande ce qui arrive, Quentin lui explique que Chris vient de plaquer Jesse et que du coup, Jesse est pas trop enchanté de la voir en compagnie du beau Dean. Pendant ce temps-là, Dean explique à Chris que s'il refuse de dormir, c'est à cause de ses cauchemars. Chris lui dit que c'est seulement des rêves, mais Dean essaye de lui dire que ses rêves à lui sont bien réels. Mais il renverse accidentellement sa tasse de café. Chris se lève pour aller chercher des serviettes pour nettoyer le dégât. Mais ces quelques secondes suffisent pour que Dean se rendorme et se fasse une fois de plus attaquer par l'homme de ses rêves. Alors que dans son rêve, Dean lutte contre le mec qui essaye de lui trancher la gorge. Ce que Chris voit quant à elle, c'est Dean qui s'ouvre lui-même la gorge. Et boum! Générique. Ça, c'est une intro efficace. Oui. Hein? Ça nous met Oui, dans oui. le... Mais oui. Ouais, c'est Mais très même réussi. l'ambiance était vraiment bonne. Ouais. Quand il s'endort, la lumière qui change. Ouais, c'est génial. J'adore. Nous voyons ensuite Chris qui s'endort aux funérailles de son nouveau mec mort. Elle voit une étrange petite fille blonde qui la dévisage. Et sur la poitrine de la petite fille apparaissent 4 bien vilaines griffures sanglantes. Chris se réveille au moment où une main brûlée agrippe soudainement la cheville de la petite fille. Un peu plus tard, elle regarde sur un collage souvenir la photo de Dean enfant. Juste à côté de Dean se trouve la petite fille blonde qu'elle vient de voir dans son rêve, qui n'est, bien sûr, on a compris, nulle autre qu'elle-même. Bien entendu, elle réalise à cet instant qu'elle connaissait Dean alors qu'ils étaient à l'époque de la maternelle. Elle a toujours cru ne l'avoir connu qu'au lycée. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ce soir-là, Nancy s'assoupit dans son lit en écoutant de la musique et on a droit à une bien triste version CGI complètement dégueu de la scène culte de l'original où Freddy sortait de son mur. Premier sacrilège de ce film, c'est dégueulasse. Au même moment, Chris regarde un album photo familial quand elle se fait surprendre par sa mère. Chris demande à sa mère où sont toutes les photos d'elle quand elle était petite. Sa mère... Elle répond, t'étais tellement dégueulasse qu'il fallait que je brûle tout. T'étais enfant le plus débile. Non. Ah. Elle est embarrassée et elle lui répond qu'elle l'ignore, qu'elles sont sans doute dans le garage. Alors, ébranlée par son cauchemar, elle n'arrive pas à dormir et elle décide de se rendre dans le grenier du garage pour voir si sa mère dit la vérité. Elle trouve une boîte qui renferme une vieille poupée ainsi que la même robe bleue déchiquetée par 4 griffes comme celle que portait la fillette dans son cauchemar. Chris reçoit une visite surprise de Jessie qui grimpe à sa fenêtre. Un clin d'œil sympathique à Wes Craven qui fait entrer tous les petits amis par la fenêtre de la chambre de la fille dans tous ses films. C'est un classique. Ah oui. Chris lui dit qu'elle pense faire les mêmes cauchemars que faisait Dean avant de mourir. Elle dit qu'elle rêve toujours au même homme, au visage tout brûlé. Et elle n'a pas besoin de lui parler des lames de couteau qu'il porte à la main parce que Jessie complète sa description. Pas de doute, ils rêvent tous au même homme. Plus tard cette même nuit, Chris est réveillée par un bruit dehors. Elle sort en appelant son chien et elle trouve celui-ci, ou plutôt son cadavre, découpé. Le grand brûlé se montre ensuite en rigolant et en disant qu'il l'a seulement caressé. Ah oui, la caressé. Puis on a droit à une recréation d'une autre scène culte, celle de Tina qui vole au plafond et se fait ouvrir le ventre au début du film original. Et encore une fois, même si on voit qu'ils ont tenté de upgrader la séquence en la mettant plus dynamique, c'est juste beaucoup moins bon. Techniquement, ça va, mais la scène est émotionnellement tellement moins choquante, plus conventionnelle. Tina! Tina!
C'est un deuxième sacrilège. Paniqué et couvert de sang, Jesse s'enfuit de chez Chris, comme le fait le délinquant dans l'original, en déclenchant le système d'alarme de l'entrée de la maison, ça c'est pas malin, et en alertant les voisins. Et il se fait aussitôt arrêter par tous les policiers de la ville. Évidemment, dans sa cellule, Jesse finit par s'endormir et se retrouve dans une chaufferie abandonnée. Alors le toasté le transperce de bord en bord avec sa main griffue. Mais Jesse n'est pas encore mort. Non. Et il se retrouve accroché par les pieds. Et le brûlé lui demande s'il est au courant que quand le cœur s'arrête de battre, on reste conscient encore 7 longues minutes. Et ça, c'est le vrai, c'est la vérité. Vous savez? Il rigole ensuite en lui annonçant qu'ils ont encore 5 minutes pour s'amuser ensemble. Comme c'est sadique et troublant, hein? Mais oui. Entre-temps, Nancy retrouve Quentin pour lui parler de ce qui se passe. Nancy dit qu'elle a aussi rêvé d'enfants et d'une école. Quentin lui dit que ça doit avoir un sens, mais qu'ils ont très peu de temps pour le trouver parce qu'après 3 jours d'insomnie, selon ses bouquins, on commence à faire des micro-sommeils. C'est-à-dire que malgré nous, on rêve éveillé et que si on dort toujours pas, après ça, cet état s'aggrave jusqu'à ce qu'on tombe dans le coma et qu'on ne se réveille plus. Non. Le temps presse. Le soir venu, Nancy demande à sa mère si Chris, Jesse, Dean, Quentin et elle-même sont tous allés à l'école ensemble. Et tout comme la mère de Chris, la mère de Nancy devient mal à l'aise et lui répond que non. Puis Nancy lui demande s'ils ont connu un certain Freddy. Sa mère lui dit « Pas que je me souvienne ». Nancy n'insiste pas, mais la regarde très longtemps en silence. Et on sait qu'elle sait que sa mère lui ment. Sa mère lui souhaite bonne nuit et quitte sa chambre pour tout de suite appeler quelqu'un à qui elle dit « Nancy commence à se souvenir ». Chelou. Ensuite, Nancy va prendre son bain. Et bien sûr, on a droit à la 3e recréation botchée d'une scène culte de l'original. Nancy croit ensuite sortir de son bain et aller à sa chambre. Elle croit. Mais dans sa chambre, c'est l'hiver et il neige. Sa chambre se change soudain en extérieur d'une école maternelle nommée Badam. Freddy survient derrière elle et lui demande si elle se souvient de lui. Et lui dit qu'elle était sa préférée, sa petite Nancy. Heureusement, Nancy est réveillée par la sonnerie de son téléphone. C'est Quentin qui l'appelle pour lui dire que Jesse est mort dans son sommeil, dans sa cellule de prison. Nancy lui dit qu'elle a vu Freddy dans un rêve. Quentin se rend tout de suite chez elle. Quentin fait des recherches sur l'ordi de Nancy pour trouver que Badam était bel et bien une école maternelle, fermée maintenant depuis des années. Par contre, il ne trouve aucune photo. Nancy lui montre un dessin qu'elle a fait de l'endroit de la maternelle. Quentin lui dit que l'endroit ne lui dit rien. Nancy lui dit qu'elle sait que sa mère lui cache quelque chose. Ils fouillent dans le bureau de sa mère et finissent par trouver quelque chose. Entre autres, une photo de classe dans laquelle ils figurent tous. Et c'est précisément à ce moment-là que sa mère arrive et les surprend. Nancy est furieuse et exige que sa mère lui dise pourquoi elle lui a menti. Sa mère lui dit qu'elle ne voulait simplement pas qu'elle vive avec ses souvenirs atroces, qu'elle voulait juste la protéger afin qu'elle vive une vie normale et saine. Pressée par sa fille, la mère raconte l'histoire, celle d'un jardinier nommé Freddy Krueger qui vivait dans le sous-sol de l'école. Il était drôle et très doué pour amuser les enfants. Ah oui. Mais les enfants ont commencé à avoir des marques d'abus sur leur petit corps. Leurs vêtements étaient déchirés. Et Nancy a confié à sa mère que Freddy les emmenait souvent dans sa caverne secrète où il leur faisait de drôles de choses. Quentin demande alors à la mère de Nancy s'ils ont prévenu la police. Celle-ci lui dit que oui, mais que Fred a quitté la ville avant que la police ne puisse l'interroger. Qu'il est parti et que ce qui les tourmente maintenant ne sont que des souvenirs refoulés et rien d'autre. Quentin trouve que cette explication tient la route, mais Nancy n'est pas dupe. Elle lui dit que de simples souvenirs ne tuent pas les gens et elle veut rencontrer d'autres anciens élèves, d'autres anciens enfants de Badam. Quentin refuse d'aller plus loin. Mais il va vite changer d'avis quand il va tomber endormi durant son cours de natation en plein dans l'eau. Il va faire un rêve qui va lui montrer tout ce qui est arrivé à Fred Krueger.
Quentin va assister live à la mise à mort de Kruger par les parents de Springwood. Il va les voir traquer Kruger jusqu'à un entrepôt abandonné dans lequel ils vont l'enfermer et le brûler vivant. Durant toute cette terrible scène, Kruger ne cesse de leur répéter qu'il n'a rien fait. J'ai rien fait, je suis innocent, qu'est-ce que vous pensez que j'ai fait? Juste au moment où Kruger parvient à sortir de l'entrepôt en feu et fonce droit sur Quentin, celui-ci est presque noyé dans la piscine dans la réalité et il est ranimé par l'entraîneur. Pendant ce temps, Nancy fait des recherches sur Internet, maintenant que Quentin lui a montré comment on fait. En tapant chacun des noms qui sont écrits à l'endos de la fameuse photo de groupe de la maternelle qu'elle a trouvée. Elle constate que tout le monde est mort dans son sommeil. Mais elle va finir. Oui, un certain Marcus Yeon qui a résisté pendant 3 jours au sommeil, puis sombré et est mort live devant sa caméra. Quentin vient la chercher en lui disant qu'il sait ce qu'ils ont fait à Freddy. Il amène Nancy avec lui et ensemble ils vont confronter son père qui est psychologue à ce même lycée. Il lui demande s'ils ont trouvé sa fameuse caverne où il disait amener les enfants pour leur faire des choses. Son père lui dit que non, ils l'ont jamais trouvé. Il lui dit qu'il ne fallait pas croire des enfants de 5 ans sur parole. Il aurait fallu prévenir les flics. Pour Quentin, qui se fie à ce qu'il a vu dans son dernier rêve, son père et les autres parents ont probablement tué un innocent. Mais oui, est-ce qu'il est innocent? Il dit même plus tard à Nancy que ce sont eux qui l'ont tué, les enfants, avec leurs histoires inventées. Ensuite, dans les couloirs du lycée, elle aperçoit son ami Chris dans son sac mortuaire sanglant, comme l'autre scène culte avec Tina dans l'original. En beaucoup moins bien, encore une fois. Mais tu sais, quand tu fais quelque chose de parfait, tu peux pas faire mieux. C'est ça. Mais oui. Quand elle décrit à Quentin ce qu'elle vient de voir, il comprend que Nancy commence à faire des micro-sommeils et comme il a plus de somnifères, il se rend à un drugstore, une pharmacie, pour s'en procurer d'autres, mais le pharmacien refuse de lui en donner parce que sa prescription n'est plus valide. Pendant qu'il s'obstine, Nancy, qui l'attend dans la voiture, continue à alterner entre le sommeil et la réalité en se retrouvant aux prises avec Freddy chaque fois. Puis décide de venir retrouver Quentin dans le magasin. Et là, on a droit à ce qui, selon moi, est l'une des séquences les plus réussies. Quand la vue alterne entre les rangées du drugstore et la chaufferie de Freddy. Ouais, quand il griffe puis les produits qui tombent. Chaque fois que le cerveau de Nancy bascule dans un micro-sommeil. Quand elle parvient à se réveiller pour de bon, elle constate qu'elle a des lacérations profondes sur le bras, mais aussi qu'elle a arraché et ramené un morceau du pull de Noël de Freddy dans la réalité. Encore une fois, toujours la même chose, mais c'est sûr que c'est un reboot. Quentin la conduit à l'hôpital. Pendant que sa mère vient la visiter, Quentin en profite pour voler de l'adrénaline. L'infirmière veut la mettre sous sédatif pour la faire dormir, mais pour ça, elle a besoin de la permission de sa mère. Et elle doit lui faire signer un document. Mais pendant ce temps-là, Nancy s'enfuit en vitesse avec Quentin. Ils sont pas fous quand même, hein? Quentin s'injecte une bonne dose d'adrénaline pure dans sa cuisse. Mais même ça n'empêchera pas les micro-sommeils. Et quand il va voir Freddy apparaître sur la route devant sa voiture, il a le réflexe de freiner brusquement, ce qui va envoyer la voiture dans le fossé. Mais ils parviennent quand même à se rendre ensemble à la maternelle abandonnée. Ils fouillent la cave où habitait Freddy et finissent par trouver l'endroit secret qu'il appelait sa caverne, où il emmenait les enfants. Et là, ils trouvent des polaroïdes explicites qui ne laissent plus aucun doute sur la culpabilité de Kruger. Mais sauf que sur le Polaroid, il y a juste Nancy. Ouais. Quentin réalise alors que Freddy ne se venge pas parce que les enfants ont menti, mais parce qu'ils ont dit la vérité. Désespéré, Quentin ne sait plus quoi faire. Mais Nancy, elle le sait. Comme l'autre Nancy et Maggie, la fille de Freddy, et Laurie l'ont toutes faites avant elle, Nancy a bien décidé à aller chercher Freddy au royaume des rêves pour le ramener dans la réalité pour pouvoir le tuer. Et elle compte sur Quentin pour veiller sur elle et la réveiller dès qu'elle se débattra. En cherchant une arme, Quentin décide d'arracher la lame du coupe-papier. Mais tout comme Glenn dans l'original,
qui lui aussi devait veiller sur sa Nancy. Quentin va lui aussi s'endormir, malgré l'adrénaline qu'il vient de s'injecter. Ben oui. Et il va se faire griffer par le méchant Freddy. Mais quand il voit la petite Nancy, bien sûr, Freddy se désintéresse vite de Quentin. Quand elle le voit, Nancy lâche un « va te faire foutre » et Freddy répond « it sounds like fun ». Mais il veut prendre son temps. Hein? Nancy se cache dans un placard, mais Freddy se téléporte dedans. Elle essaie ensuite de se sauver en courant, mais le plancher devient liquide. Classique. Freddy dit que c'est un wet dream. Wouh! Nancy se retrouve ensuite sur un lit dans une robe similaire à celle qu'elle portait quand elle était enfant. Nancy le supplie en disant non. Puis Freddy lui dit « Ta bouche dit non, mais ton corps dit oui. Tiens, tiens, Ben tiens. oui. J'ai déjà vu cette scène. Ben oui. Mais j'aime aussi quand il dit Nancy, t'étais ma préférée. Ouais. Alors, il commence à malmener Nancy. Celle-ci riposte en lui plantant une grosse paire de ciseaux dans l'œil, mais Freddy lui dit « Tu ne peux pas me faire du mal, tu es dans mon monde, bitch! » Oui. Nancy hurle à mort et crie qu'elle veut se réveiller, mais Freddy lui dit qu'il l'a soigneusement empêchée de dormir profondément assez longtemps pour que maintenant qu'elle dort, elle ne se réveille plus. Elle dit Quand tu réveilles-moi, elle dit It's me, your boyfriend now. Mais c'est écrit dans la réalité. Réveille Quentin, qui tente de la réveiller, mais il n'y arrive pas. Dans le monde des rêves, Freddy s'apprête à la transpercer avec ses lames. Mais c'est Quentin qui la transperce dans la réalité avec la seringue d'adrénaline en pleine poitrine, comme dans Pulp Fiction. Nancy se réveille aussitôt et ramène Freddy dans la réalité, comme elle voulait. Quentin essaie de lutter contre Freddy pour protéger Nancy et il reçoit un autre gros coup de griffe, mais il meurt toujours pas. Il est tough, Non. Quentin, il est tough. Au moment où il s'apprête à lui donner le coup fatal, surprise, Nancy lui tranche la main. Puis elle dit « Ça fait mal, hein? C'est parce que t'es dans mon monde, bitch! » Et sur ces mots, elle lui tranche la gorge bien profondément. Quentin est magané, mais il est toujours vivant. Ensemble, ils foutent le feu à la place et s'en Encore? vont en ambulance. Plus tard, Nancy revient à la maison avec sa mère. Nancy lui dit qu'elle lui pardonne parce qu'elle sait qu'elle voulait la protéger. Mais soudain, alors que sa mère est dos à un grand miroir, elle s'apprête à lui faire un gros câlin. Elle se fait brusquement transpercer les yeux par Freddy et ramener de l'autre côté du miroir. Une reprise d'une autre scène culte, mais cette fois, c'est réussi. C'est beaucoup mieux que dans l'original et c'était pas dur de faire mieux. Moi, j'aime beaucoup l'original. Oh, si, j'aime beaucoup Ouais. la remake, cette scène, mais j'aime l'original. Ouais, mais c'est bon. C'était... C'est bon, putain, c'est que ça. Alors, Freddy dans ce reboot. Dans la tâche très délicate de remplacer Englund pour le rôle iconique de Freddy, le choix de caster Jackie Earle Haley était brillant. C'est un fichu bon acteur, plein de talent. Et il a un physique unique, très particulier. Il est creepy même sans maquillage. Et franchement, sa performance est excellente. Il a su se réapproprier le rôle en le rendant à la fois menaçant, mais avec une touche d'humour très noire que j'apprécie énormément, Oui. hein, bien dosé. Et ça, sans jamais, il n'a jamais essayé d'imiter Robert Englund. Et pour ça, franchement, je lui lève mon chapeau. Parce que ce défi était colossal. Oui. Et il l'a réussi. Ah oui. Malgré tout ce qu'on peut dire sur ce film, il est brillant. Quant au nouveau design, justement, de Freddy, le make-up artist Andrew Clement a choisi le réalisme pour réaliser son design en restant beaucoup plus fidèle aux photos de vraies victimes d'incendie. Mais au cinéma, le réalisme, c'est pas toujours la meilleure option, hein? Parce que le nez du visage classique de Freddy, il est peut-être pas réaliste, mais il donne tout le caractère au Ouais, personnage. exactement. Aussi, je sais pas si c'est les prothèses en latex qui compliquaient la tâche à Jackie, mais ce nouveau Freddy est très peu expressif. C'est son gros défaut. Surtout si on le compare à Robert Englund, qui Ben était, oui, ben oui. il faisait des expressions incroyables.
Bref, ce nouveau Freddy, grâce au talent d'acteur de composition de Haley, est bien moins nul qu'il aurait pu l'être. Hein? Mhm. Ah oui. C'est pas du tout une honte, ni une insulte au personnage. Il est très crédible, Mhm. il est bien menaçant, mais évidemment, il est inférieur à l'original à cause de ses expressions manquantes. Mhm. Et on n'a pas l'impression de retrouver notre vieux Freddy. Je lui donne une note un petit peu sévère. Ah, j'hésite beaucoup. Je vais lui donner 7,8 sur 10. Mm. Moi, sur le Freddy, je donne 8,5 pour beaucoup de raisons. Premièrement, comme tu dis, l'acteur, il a vraiment bonne face pour faire le Freddy. Puis, j'adore qu'il essaye d'être original, surtout quand il joue avec ses griffes, c'est vraiment magnifique. C'était son idée en plus. Puis, oui, il joue vraiment bien. J'aime beaucoup ce Freddy. Donc, pour moi, c'est 8,5. La Final Girl. Elle se nomme elle aussi Nancy, comme dans l'original, mais attention, c'est Nancy Holbrook dans ce film. C'est pas Nancy Thompson. Mhm. L'actrice qui incarne cette nouvelle Nancy, elle s'appelle Rooney Mara. Rooney Mara. Elle a été plusieurs fois nominée aux Oscars par la suite, entre autres pour son rôle de Hackers, Lisbeth Salander dans le film de David Fincher, The Girl with the Dragon Tattoo. C'est donc une actrice talentueuse et bien reconnue. Elle n'était pas à l'époque. Par contre, elle a déclaré qu'elle ne voulait pas du rôle de Nancy, qu'elle a accepté à contre-cœur. Est-ce que c'est son agent qui a insisté? On ne sait pas. Et qu'elle a tellement détesté son expérience sur ce film qu'elle a pratiquement décidé de mettre fin à sa carrière d'actrice après ce tournage. Shit. Cette version de Nancy est encore bien plus torturée, triste. Elle est vraiment triste, elle est solitaire. Plus encore que la Nancy originale, qui était déjà un reject. Elle est froide et très peu attachante. J'ai du mal à m'attacher à cette version de Nancy. Sa performance est vraiment bonne. Mais moi, j'ai eu la misère à m'attacher à elle. Je lui donne un sévère 7 sur 10 et j'en ai un peu honte. Ok, à moi. Moi, pour Nancy, tu vas être surpris, mais moi je donne 9,8 parce que j'adore sa performance, j'adore cette actrice, justement parce que j'adore tout sur elle, et justement parce qu'elle elle est, comme vous dites, pas vraiment là, c'est parce qu'elle est perturbée, c'est une artiste, je sais. j'adore beaucoup. Puis oui, elle est weirdo, elle est timide, donc j'adore vraiment, genre 9,8 cette Final Girl. Alors, le film. En général, les reboots de Platinum Dunes sont solides et honnêtes. À chaque fois, ils ont une volonté de rendre le récit plus crédible. Nancy et Quentin sont aussi très crédibles en tant que personnages traumatisés. On croit facilement qu'il leur est arrivé quelque chose de terrible, qui les a laissés complètement paumés. Chaque fois que le film essaye, par contre, de reproduire des scènes cultes du film original, c'est là qu'il se plante complètement. Ça manque de passion, ça manque de sincérité. On sent qu'elles ont été intégrées au récit presque par obligation par le studio. Et par contraste, dès que le film s'éloigne de son modèle, c'est là qu'il impressionne. L'idée des épisodes de micro-sommeil, quand on switch du monde des rêves à la réalité, en une fraction de seconde, c'est brillant. Mais oui. Puis ça fonctionne à merveille. Le film aurait dû assumer sa différence et laisser tomber toutes ces scènes cultes. Touchez pas à ça, c'est parfait comme c'est, puis faites différent, mais ça n'a pas été le cas, malheureusement. Non. Je suis sûre que peut-être ils ont écrit ça différemment, Oui, puis quelqu'un c'est dit ça. non, ça marche pas, C'est ça ça. marche pas, on va faire ça parce qu'il faut faire Green Day tout le temps là. C'est sûr, c'est sûr. Dans l'original, la culpabilité de Kruger n'est jamais remise en question. Et c'est sa remise en liberté à cause d'un vice de procédure après le procès qui motive les parents à rétablir la justice en exécutant Kruger. Puis c'est pas le cas ici. Les parents n'attendent pas le procès, ils se font justice eux-mêmes. C'est complètement différent. Quand le film nous fait douter un instant de la culpabilité de Kruger en suggérant que les parents, dans leur
précipitation, ont peut-être fait une terrible erreur et ont peut-être tué un homme innocent, mais le film fait preuve de beaucoup d'audace. Ça prenait des couilles pour oser faire ça, je trouve. Même si c'était juste pour quelques minutes. Après, tout est correct. Finalement, c'est juste une petite diversion, un mini twist pour pimenter le récit. Quand je pense au scandale qu'il y a eu à l'époque, par le fait que la perversité de Kruger est plus assumée dans ce film que dans les autres films de la saga, ici c'est clair qu'il est un pédo. Le côté pervers sexuel a toujours fait partie du personnage. Et même si on compare la scène où Freddy se comporte en gros prédateur sexuel dans ce reboot et qu'on la compare avec une scène de Freddy versus Jason identique, je dirais que la scène de Freddy versus Jason est encore plus dérangeante et rend encore plus mal à l'aise que sa reprise. Alors je trouve pas ça justifié, le scandale. C'est... Ouais, c'est vrai. C'est exagéré. Le film s'est fait haïr pour ça. Je trouve ça injuste. Non. Il se retrouve souvent au plus bas dans le ranking des films de la saga Nightmare on Elm Street par les fans. Pourtant, je trouve qu'il est plutôt bien écrit, bien joué, puis bien réalisé. En dehors des effets numériques, le film est selon nous un reboot honnête et solide. Le personnage de Quentin est infiniment plus solide, mieux développé, plus intéressant, plus réussi que Glenn. Dans le Glenn, il faisait rien. Il était ridicule, on se demande qu'est-ce qu'il fout là. Ouais. Sauf quand il considérait le livre. Oui. Hein? Sinon... En résumé, ce reboot n'est pas du tout le désastre décrit par ses détracteurs. On n'est pas d'accord. Mais en même temps, quand je le regarde, j'ai pas l'impression de voir un Freddy Krueger. C'est pas mon Freddy avec lequel j'ai grandi. Je sais, je suis fatigant, je suis un vieux calice, mais je suis attaché à Freddy comme je l'ai connu. Ça complique beaucoup ma notation du film qui peut pas être objective. En tout cas, je vais quand même lui donner la note que je pense honnête de 7.7 sur 10. moi, je pense que je donne 8.5 parce que j'aime beaucoup ce film. J'aime beaucoup, vraiment. J'aime beaucoup la performance de Nancy. J'aime beaucoup les performances de Freddy Krueger. J'aime beaucoup, même le Quentin, tout le monde joue bien. Qu'est-ce que j'aime pas dans ce film, c'est comme je dis, le CGI. J'aime beaucoup la nouvelle idée. Waouh, ça c'est le microslip. What the fuck, quelle bonne idée de mettre ça dans le film, en fait là. Puis oui, c'est vrai qu'il met beaucoup de scènes de Freddy Krueger original. Puis je trouve ça bien, mais sauf que il réussit moins bien, donc c'est moins bien. Mais j'aime beaucoup le Green Day. Mais par contre, qu'est-ce que j'aime beaucoup, c'est que justement Nancy, c'est pas juste de Freddy Krueger 1, 2, 3, 4, 5, ils ont copié quelque chose, un petit à petit, mais aussi de Freddy Krueger New Nightmare, parce que Nancy elle peindre les monstres comme le vrai Robert Englund. Ça j'adore justement. Puis oui, elle est... J'aime beaucoup son performance, j'ai déjà dit, mais j'aime beaucoup son performance parce que elle rêve de ce putain de monstre. Puis tellement qu'elle peut dessiner, donc oui, elle est perturbée en tabarnak, c'est sûr que elle peut pas dire à personne parce que sinon tout le monde va rire sur elle, donc oui, j'adore cette film. Par contre, qu'est-ce que je trouve con, ça c'est vraiment con, comment ça se fait que la mère de la blonde, ok, elle cache toutes les photos, oui ça je comprends, elle veut garder les photos de sa petite fille quand elle était petite, mais qu'est-ce qu'elle garde la robe d'un pédophile qui déchirait, vraiment, ça c'est dégueulasse. Mais sinon, comme je dis, le film j'adore, puis je peux regarder même 5 fois par jour, puis voilà. Donc c'est ça, 8.5. C'est bon. Eh bien, ça complète notre histoire de Freddy Krueger. Si vous avez apprécié notre travail, ben mettez-nous un like, ça nous fait super plaisir. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas, vous n'allez pas le regretter. Partagez. Et partagez. Ouais. Notre chaîne commence à avoir un peu plus d'abonnés. Oui. Ça va. Grâce à vous. Ça prend du temps. Ça fait bientôt 5 ans. Mais on continue.
Et puis, ben, c'est ça, partagez. Puis, ben, d'ici la prochaine fois. This is creepy.